Hey yo les amis, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous expliquer comment passer de streamer à vidéaste. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui font l'amalgame entre streamer et faire des vidéos. Je vais vous donner ma définition du streamer. Pour moi un streamer c'est une personne qui va faire essentiellement des lives sans enregistrer ce qu'il est en train de faire. Voilà, c'est juste du live en fait. Et un vidéaste, il peut faire du streaming, enregistrer en même temps, mais il gardera une sauvegarde de ses vidéos et le postera sur YouTube, etc., sur les plateformes adéquates. Donc là, je suis avec une GoPro parce que je trouve que c'est plutôt sympa de faire des vlogs et de se filmer avec la GoPro. Je suis en 2,7K, ça me permet de pouvoir un petit peu diminuer le champ, plutôt l'angle de ma GoPro, parce que si je me mets en large, on voit tout, et puis c'est un peu le bordel derrière en ce moment. C'est pas le bon moment pour faire une vidéo pour expliquer comment faire un bon fond, parce que c'est un peu le bordel. Mais bref, je vais essayer de pas trop m'égarer, je vais vous expliquer les différents réglages et surtout les différences entre le matériel de streaming devant son PC en train de faire des vidéos. Et ensuite, tout à l'heure, dans un domaine qui me correspond un peu plus, je vais pas trop m'étendre sur le setup qu'on utilise pour streamer, puisque normalement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà streamer et que vous avez peut-être envie de passer sur du vlogging ou faire des vidéos un petit peu plus qualitatives, voire cinématographiques. Donc voilà, l'aspect PC, l'aspect config streaming, bon, je vais très vite passer. Donc là, on se retrouve avec un format, vous avez l'habitude de me voir, vous étiez habitué à me voir quand je faisais des streams. Donc c'est une Logitech C270 qui monte jusqu'à 720p, donc la qualité pour démarrer est plutôt raisonnable. Là, vous voyez les spécificités, surtout le prix de cette caméra qui est très abordable. Là, on peut voir que pour très peu d'argent, on peut déjà commencer à s'équiper d'une caméra. Au niveau du son, là, vous pouvez le voir que j'ai un micro, le micro de streamer, on dit généralement, parce que ça fait stylé, parce qu'il est à côté, ça fait genre un petit peu radio, machin. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, généralement, ce qu'on a l'habitude de voir au début pour un streamer, et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un micro-casque. Donc là, je me retrouve au départ, au tout début de mes streamings, mais ça fait quand même bien le café. On a un casque de chez Ryzen, je sais pas comment vous le dites, hein, Ryzen. C'est un Kraken V2 7.1. Très bon casque au niveau du micro, plutôt sympa. On peut le rentrer. On peut aussi appuyer dessus, ce qui vous permet de vous mute. Vous verrez, il y a une petite LED rouge pour vous dire que vous êtes mute, parce que ça arrive souvent, hein, on se mute, ta femme passe, machin, tu te mutes, tu continues de streamer, et puis tu regardes pas tout de suite le chat, et tu te rends compte que tout le monde te dit le son, le son, le son. Et ouais, là tu peux le voir, il y a une petite LED rouge quand tu es mute. Donc le casque m'a plus ou moins aidé. Alors au départ, pour mon petit parcours, c'est que j'avais un casque pourri, je crois que j'utilisais pour ma Xbox, un truc comme ça. Le son était assez mauvais et pas de caméra, et c'est venu plus tard. Donc voilà, c'était mon setup, le casque, microphone, la caméra qui est venue après. Et ensuite, je suis passé sur un setup un petit peu différent. Donc là, on se retrouve avec une autre caméra, c'est la Logitech C922 Pro, qui elle monte jusqu'à 1080p. On le voit, la définition est déjà meilleure. Alors au niveau de la profondeur de champ, elle est assez grande. On voit ce qui se passe derrière, on voit ce qui se passe devant. Mais on peut la régler avec le logiciel intégré à la caméra. Vous pouvez zoomer, dézoomer et jouer aussi sur la mise au point. Vous pouvez la faire plus en avant, plus en arrière. Là, il me semble qu'elle est en automatique. Donc là, ça va assez rapidement faire un zoom sur ma main et ça va revenir rezoomer sur mon visage. C'est plutôt bonne caméra hein, par rapport au prix. Je trouve que c'est une bonne caméra, un bon investissement. Et pour le son, donc je vous en parlais juste avant, c'est le micro de chez Bird UM1 qui est vraiment pas cher, performant. C'est pas un micro professionnel pour le prix, vous vous en douterez. Il y a des micros supérieurs chez Rode, le NT1 je crois, en USB. Alors il existe différents micros dont le XLR. Je vais pas vous en parler parce que le XLR pour moi c'est, je pense, hein, à mon humble avis, pas fait pour du streaming. C'est plutôt pour les professionnels. Les prises XLR permettent de mettre des micros HF, machin déporté, etc. Donc voilà, plutôt, je pense, orienté professionnel. Après, si vous voulez, si vous faites de la SMR, je pense qu'il faudrait à ce moment-là peut-être envisager, si votre chaîne progresse, de prendre un micro XLR. Et pour faire du gaming ou même du
du IRL ou du vlog, enfin pas du vlog, mais si vous voulez faire de l'IRL, vous pouvez avec ce genre de micro, ça fait très bien le café. Et au niveau de la SMR, on va se faire une petite séance de 5 secondes. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de mon micro-peur de UM1. Donc voilà pour la séance ASMR, qui n'est pas du tout mon délire. Pour le matériel que moi je possède, je sais qu'il y a une caméra de chez Logitech, la Brio 4K, sympa, qui filme en 4K. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre une 1080 et du 4K, parce que ce qu'il faut savoir, si vous faites du Twitch, vous n'aurez pas de la 4K. Si vous faites du YouTube, vous n'aurez pas de la 4K tout de suite non plus. Et c'est pas de la vraie 4K. Ça, sachez-le, c'est pas de la vraie 4K. C'est de la 4K UHD, voire du 2,7K. Et il vous transforme ça en 4K. Mais l'avantage que vous avez avec le 4K, c'est quand vous filmez en 4K, vous pouvez zoomer dans l'image. Souvent, vous voyez des vidéastes qui s'y connaissent pas trop, qui sont très connus. Je prends l'exemple, désolé pour lui, mais The Kairi. Par exemple, The Kairi 78, quand vous voyez ses lives sur Fortnite, le monteur, lui, s'amuse de temps en temps à faire des gros plans sur son visage, et c'est très pixelisé, c'est super moche. Là, je vous montre l'exemple, si maintenant je grandis en x2, x4, x8, voilà, c'est juste pas possible, en fait. Donc là, je suis en 1080, si j'exporte ma vidéo en 1080, donc en Full HD, je vais éviter de faire des zooms dans l'image, parce que je vais avoir cet effet de pas joli, pas qualitatif. Et quand j'ai de la 4K, je sais que si j'ai de la vraie 4K, je peux zoomer x4. Si je suis en 2,7K, je peux zoomer en x2. Voilà, on a ce format 4K, et ensuite vous croppez dedans. Et si vous sortez en 1080, à la fin, vous avez un bon résultat. Vous avez, comme là, ce que vous voyez maintenant. Si je filme en 4K avec une autre caméra, je vais pouvoir faire un zoom dedans et avoir la même netteté, la même qualité d'image. Et l'avantage aussi avec la Brio 4K, c'est que vous allez pouvoir obtenir le même résultat qu'avec un fond vert sans fond vert. C'est-à-dire que vous allez, avec cette caméra, pouvoir enlever votre fond. Alors il faut qu'il soit uni, un fond blanc où il n'y a pas trop de détails. Il faut que ça soit quand même bien éclairé. Et du coup, il va vous enlever votre fond et vous allez pouvoir vous incruster dans votre jeu. Moi, pour les fonds verts, au départ, j'avais le fond vert que vous achetez sur Amazon, le pas cher, avec 2 trépieds, une toile verte un peu dégueulasse. Ça marche, à condition d'être très très bien éclairé. Aujourd'hui, j'utilise ceci. Donc ce fond vert, c'est un fond vert de chez Elgato. Vous pouvez le ranger. L'avantage avec celui-ci, c'est que vous pouvez le foutre sous un lit si vous avez une chambre. C'est long, mais ça prend vraiment pas beaucoup de place. Quand vous avez l'ancien fond vert que j'avais avant, celui d'Amazon, vous avez 2 grands trépieds, vous avez la longue barre, vous avez encore plusieurs toiles. Alors il y a une toile verte, voilà, pour avoir un fond vert. Il y a du blanc, il y a du noir, enfin c'est tout un truc. C'est très encombrant à ranger, c'est pas toujours évident. Donc voilà, celui-ci, je le monte, je le descends. Ce qu'il faut savoir, le principal dans un fond vert, c'est de l'éclairer et de vous éclairer pour pouvoir détacher vous du fond. Je vous explique. Donc là, on se retrouve avec le fond vert qui est en place. Il n'y a pas du tout d'éclairage, hormis la lumière du jour. Il est 10h, je ne sais pas si vous le voyez, il est 10h52. Je suis exposé plein sud, il y a un peu de soleil. Donc voilà, ça c'est la lumière naturelle. Et si je veux que mon fond vert fonctionne, ça va donner ça. Donc voilà, je viens de configurer ma clé chromatique pour pouvoir être transparent sur le fond que j'ai derrière. J'ai pris un fond que j'ai utilisé dans une vidéo où je faisais un unboxing. Donc voilà, je suis transparent, on voit le fond derrière moi, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est pas tout à fait ça. On me voit, on voit mon visage, mais on voit des espèces de bruits un petit peu bizarres. Donc ça, on le change en ayant une très bonne lumière. Donc voici juste une lumière de chambre, ce qu'il y a de plus classique, des lumières sur le plafond. Avec la lumière de plafond, on peut déjà voir que mon pull est déjà un peu plus perfectible. On le voit, il n'y a plus trop ce bruit. Par contre, on voit sur le micro, il y a des espèces de traits bizarres. Donc ça pourrait faire l'affaire. Ça pourrait convenir, par contre, j'ai la lumière du jour, donc ce qui engage de devoir streamer de jour, plein sud, avec du soleil, donc on peut m'apercevoir, le fond fonctionne. Si je devrais normalement me mettre correctement, il faudrait que je me mette à peu près comme ça, admettons, et que mon jeu est ici, et puis voilà, ça peut passer crème. Franchement, ça peut passer, sauf que là, on voit
le petit bruit dans l'image. Donc pour remédier à ça, je vais devoir utiliser de vrais spots. Voici le premier. Et voici le second. Et là, on a une lumière très correcte. Il faudrait une troisième qui vienne éclairer complètement le fond vert. Là, j'en ai une sur ma droite. J'en ai une en haut sur ma gauche qui éclaire le fond et moi. J'ai une bonne lumière sur le visage. On voit des ombres. C'est plutôt sympa en visu. Il n'y a pas trop de vert autour de mes cheveux et autour de mon pull. Pourtant, il est gris. On pourrait le voir. Hein. Si on zoome un petit peu, on pourrait le voir. Mais voilà, pour avoir un bon fond vert, l'essentiel, c'est d'avoir de la lumière. On se retrouve sur la GoPro, je vais quand même vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air au niveau de ces lampes. Donc voici la première, c'est un panneau avec un diffuseur. Et la deuxième. Celle que vous avez vue sur ma droite, c'est des panneaux vraiment pas chers. Je les ai achetés par deux. C'est pas très... Enfin, au niveau de la qualité, c'est pas fou. Surtout au niveau du trépied, en fait. Les trépieds, c'est du plastique, c'est très fin. Ça, je pense que ça pète très vite. Au niveau des fixations, c'est pareil. Il ne faut pas serrer trop fort parce que vous risquez de les péter. Je pense qu'il y a de plus cher, en fait, sur ce kit, c'est les lampes, les ampoules. Les ampoules sont vraiment de moyenne qualité, mais pour faire du streaming, ça suffit amplement. Et l'autre lampe que vous avez vue sur ma gauche, c'est plutôt une lampe pour vous éclairer vous-même, en fait. Vous vous mettez en face, vous avez un support pour mettre votre téléphone, votre GoPro, votre caméra, ce que vous voulez, et vous avez cet effet, je sais pas si vous... Enfin, c'est souvent utilisé pour les youtubeuses beauté, et vous voyez une espèce de lumière ronde autour des iris. Voilà, c'est ce genre de lumière qu'il faut utiliser. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur le côté streaming, sur le côté se filmer devant son PC. Maintenant, on va parler d'un univers qui m'a été ouvert il n'y a pas si longtemps, puisque pour la petite anecdote, j'ai décidé de tout lâcher, d'ouvrir mon entreprise et de faire que ça, que des vidéos pour les professionnels. Donc j'ai commencé très petit, j'ai commencé avec le Panasonic G7, qui est un très bon appareil pour commencer, je pense. Vous le voyez, il y a un kit qui est plutôt sympa. Je vous recommande quand même de prendre le 14-140. C'est un kit qui est de temps en temps, je crois qu'il est à la Fnac ou chez Darty. De temps en temps, ils font des promos à 500 ou 600 euros. Et je pense que pour débuter, le 14-140, donc c'est du 14-140 mm. Et comme c'est du micro 4 tiers, je ne vais pas rentrer dans les détails du micro 4 tiers, plein format, APS-C, etc. Je vais juste vous dire que en équivalence plein format, c'est du 28-240. Donc c'est un zoom très puissant. Vous allez pouvoir vous amuser à faire du portrait et de faire de l'animalier. Alors ça ne sera pas une qualité dingue, mais franchement, pour commencer, moi ça m'a bien servi, j'ai fait quelques films avec. En ce qui concerne la 4K, ce qui est sympa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous filmez en 4K Ultra HD, alors c'est pas de la vraie 4K, donc du coup si vous exportez votre film en Full HD, en 1080, vous allez pouvoir zoomer 3 fois dans l'image, agrandir 3 fois. Je ne vous recommande pas de le faire systématiquement, mais quand vous avez des plans et vous n'avez pas pensé à ce moment-là de zoomer, parce que de zoomer avec ce genre de boîtier, quand vous allez zoomer avec, vous allez trembler. Forcément, ça va bouger, à moins que vous l'avez sur un trépied avec un espèce de follow focus. C'est compliqué. Si vous voulez faire des beaux plans, surtout que ce boîtier n'est pas stabilisé. L'optique, lui, peut l'être. Et je vous recommande de prendre des optiques stabilisées si vous voulez faire de la vidéo à main levée. C'est un minimum. Sinon, il faudra utiliser des stabilisateurs, des gimbals, voire des steadicams. Mais pour un G7, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'acheter un gros steadicam. Donc, mon G7, le voici. Il est équipé du 12-35, donc c'est un objectif que j'ai acheté plus tard. Au début, j'avais un 14-140. Je l'ai toujours. J'utilise plutôt le 12-35. Celui-ci, je le garde pour faire des vidéos chez moi, pour ma fille, parfois pour YouTube. Je préfère vlogger avec la GoPro. C'est tellement plus simple, tu la mets dans la poche. Là, il y a un micro-rod dessus. Il y a un objectif. Alors, il n'est pas trop lourd. Hein, les objectifs micro 4 tiers ne sont pas trop lourds. C'est un 70 mm en équivalence plein format. C'est plutôt sympa. J'ai un filtre ND dessus. Du coup, ça fait un petit peu gros, tu vois. Mais en vrai, c'est une bague que j'ai mis dessus pour pouvoir adapter mon filtre ND. Un filtre ND qui est variable, mais ça on parlera si vous voulez dans une autre vidéo. Donc voilà, mon G7 à moi, je le garde. C'est un appareil formidable pour commencer, pour comprendre la vidéo, mais aussi pour la photo. Il fait d'excellentes photos. Le capteur, je crois que c'est un 12 ou 14 millions de pixels. Je vous mettrai en bas si jamais je dis une bêtise, parce que je fais pas beaucoup de photos, mais j'en ai fait quelques-unes.
Moi, les pixels, pour moi, ne comptent pas vraiment. Que j'ai un appareil à 40 millions, 20 millions, je fais pas de tirage, en fait. C'est juste pour du perso, pour garder sur un PC, pour retoucher de temps en temps. Alors, j'utilise du RAW parce que pour moi, c'est essentiel. Et je shoot en manuel parce que c'est... Pour moi, c'est que mon avis, mais acheter un appareil photo ou un DSLR à partir de 400-500 € pour faire tout en automatique, laissez tomber. Faites des photos avec votre téléphone, faites des photos avec, je sais pas, avec votre GoPro, mais faites pas des photos en automatique avec votre boîtier que vous avez acheté 4 ou 500 €. J'ai démarré en manuel, je planais, mais à 15 000, mais il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font des tutos excellents. Pour la vidéo, je vous recommande Olivier Schmitt, Adelin, qui est plutôt spécialisé dans l'étalonnage, mais enfin, il est excellent. Il y a Naotech qui parle beaucoup de tech et qui est, voilà, je pense, un fanboy des appareils photo DSLR. Vous avez Grain, vous avez Julien Fabreau qui fait d'excellents vlogs. Enfin bref, si vous avez des questions par rapport à qui voir et en photo ou en vidéo, bah, posez-moi la question en commentaire et je vous redirigerai vers ces personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup appris. Pour conclure, le G7, c'est un boîtier formidable pour démarrer, je vous le recommande. Alors maintenant, on va parler du Panasonic GH5. Le GH5, c'est un appareil photo, mais surtout un boîtier pour faire de la vidéo et faire des vidéos professionnelles. Alors je m'entends, vous n'allez pas faire un film avec, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire du court-métrage. C'est un boîtier qui a maintenant bientôt 2 ans. Juste avant lui, il y avait le GH4 qui était très bon. Mais le GH5 va vous permettre d'avoir une qualité encore supérieure. Il y a la vraie 4K. Il y a du 4K à 60 fps. Vous avez la possibilité de filmer en 4:2 10 bits en interne. Alors je pense que pour certains, c'est un peu du chinois. Mais pour les connaisseurs, le 4:2 10 bits en interne, c'est assez fou. On retrouve le focus picking, le Z-Drap pattern. On a le follow focus intégré. Alors c'est un petit peu spécial, mais c'est un follow focus pour moi qui est très bon. Vous choisissez une zone, une deuxième et une troisième. Et juste avec une simple pression, vous allez laisser le boîtier faire le point sur 3 endroits. Le GH5, je sais, ça peut être un investissement conséquent. Mais je vous promets qu'ayant fait le tour pendant quelques mois, c'est vraiment le moins cher et le plus performant. Au niveau qualité-prix, je pense qu'aujourd'hui, en 2019, et je peux mettre ma main à couper, je ne mets pas ma main à couper, mais je pense que dans 1 ou 2 ans, on n'arrivera pas à faire mieux. Alors il y a les nouveaux Panasonic S1 et S1R qui vont sortir, mais c'est pas le même délire. C'est du plein format, c'est plus lourd, les objectifs sont relativement chers. Là, le GH5, on le trouve à 1 300 € boîtier nu. L'objectif, c'est ce qui va faire de toute façon toute la différence sur vos prises de vue. Le gros avantage du GH5, c'est que le boîtier est stabilisé. En plus de ça, si vous rajoutez un objectif qui lui aussi l'est, vous allez pouvoir avoir une image très stable. Et en plus de ça, le fait de pouvoir filmer en 4K 50-60 fps, vous allez pouvoir faire des ralentis x2 assez smooth. En fait, vous n'allez pas voir vos tremblements. Même si vous en avez un petit peu, le fait de pouvoir ralentir l'image x2, vous allez moins voir les à-coups et les tremblements. En plus de ça, sur le GH5, vous allez pouvoir monter jusqu'à 180 images par seconde. Alors attention, moi je vous conseille plutôt de monter jusqu'à 100, voire grand max 150 images par seconde. Mais pour ce faire, il faut que votre plan soit très très bien éclairé. Mais la 1080 du GH5 associé à du 150 images par seconde, vous allez obtenir des ralentis fous, trop beaux, magnifiques. En termes d'autonomie, le GH5 dure assez longtemps. Je suis parti sur un tournage, il m'a fallu à peine 2 batteries pour une matinée complète. Autant vous dire que par rapport à certains appareils, 2 batteries pour un tournage, c'est que dalle. Donc mon GH5, le voilà, il a un petit peu changé, il est un petit peu tuné. J'ai le classique 1835 de chez Sigma Art, avec une bague de chez Viltrox. Alors il y a 2 écoles, Metabon ou Viltrox. Moi je vous conseille la Viltrox. Elle est moins chère, elle fait le café et elle est plus costaud malgré qu'elle soit de moins bonne facture. Ensuite, dessus, j'ai une cage de chez Small Rig qui me permet d'avoir une poignée plutôt confortable en bois. Ça me permet de faire des plans comme ça. Une poignée au-dessus pour pouvoir l'attraper. Ici, je vais pouvoir mettre mon moniteur. J'ai le micro de chez Rode, le Pro Plus, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps et qui est formidable. L'écran déporté, alors ça voilà, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai pris un GH5, pour pouvoir se filmer, avoir un retour sans forcément avoir un écran. Donc voilà, mon GH5, j'en suis amoureux, c'est mon petit bébé.
J'utilisais même pour faire des vidéos sur ma fille, pour la famille, mais j'ai arrêté parce que un jour, pour la petite anecdote, hein, le petit bonus, j'étais en train de filmer ma fille, je reculais, et j'ai pas vu ma femme passer la serpillière. Et en fait, j'ai reculé, j'ai glissé, je me suis pété la gueule. Premier truc que j'ai fait, j'ai levé le bras pour pouvoir sauver le GH5. Et l'objectif a cogné par terre. Alors, heureusement, c'est aussi un des points qui m'a fait acheter le GH5. J'avais vu une vidéo d'un autre youtubeur, maintenant je ne sais plus si c'est Charles, pour le citer, parce que je ne fais pas le genre le mec, je cite pas. Mais c'est juste que je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était Charles qui parlait de son GH5, qui avait fait tomber en fait. Et pareil, les objectifs de chez Sigma, ils sont tellement costauds. C'est assez ouf. Donc je suis tombé avec. L'objectif s'est séparé. Je me dis, ça y est, putain, là, j'ai fait tomber 3000 balles. Et en fait, non. En fait, non, j'ai tout remis ensemble. Il y avait même un filtre ND dessus, celui que j'ai sur le G7 maintenant. Alors, il a coincé un petit peu, je l'ai redévissé, je l'ai revissé nickel. Donc voilà, vraiment très costaud comme bateau. Je vous parle de G7 et de GH5 comme si c'était une évidence et qu'il fallait forcément acheter des boîtiers un peu onéreux. Mais en fait, pas du tout. Vous pouvez très bien faire des vidéos avec des téléphones. Moi, j'en ai deux. J'ai le P20 Pro. Alors, au niveau de la vidéo, je lui mets un petit bémol parce que c'est pas stabilisé en 4K. Mais il est possible d'acheter des stabilisateurs pour mobile qui fonctionnent très bien. J'ai fait quelques vidéos au stabilisateur et au téléphone et ça rend franchement bien. Il y a des gens qui pensaient que c'était fait avec une caméra. Et mon deuxième téléphone, c'est mon iPhone XR que j'utilise en retour là pour la GoPro, pour me voir, pour voir si je suis bien cadré. Et mon iPhone 10, ben, il fait du 240 fps. Voilà, c'est assez faux, faire des ultra ralentis. Alors oui, certes, la qualité est pas folle, mais il fait du 4K à 60 images par seconde. Il y a plein de vidéos sur YouTube, pour aller voir, de scènes cinématographiques avec un iPhone. Donc voilà, si vous avez un iPhone ou un smartphone qui fait de la 4K, allez-y. S'il n'est pas stabilisé, je vous conseille de prendre déjà une perche. Voilà, déjà une perche pour commencer. Et puis un stabilisateur. Je peux vous recommander un bon stabilisateur, c'est le Zhiyun Smooth 4, qui doit coûter, je crois qu'il y a des offres des fois à 90-95 €. C'est un stabilisateur électronique sur 3 axes. Enfin voilà, vous verrez, c'est assez fou. Il y a un logiciel qui vous permet de faire des timelapses, des hyperlapses, de pouvoir vous traquer, etc. Vraiment, avec un téléphone, on peut faire beaucoup. Ensuite, bien évidemment, je ne vous ai pas parlé de la GoPro. La GoPro, je l'ai acquise il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, j'avais une Wimius. Alors, c'est les caméras qu'on retrouve chez Amazon aux alentours de 50-60 €. Je voulais en faire une vidéo, mais en fait, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est de la merde, en fait. C'est marqué 4K, vous pouvez faire du 50 fps, mon cul, c'est de la merde. C'est franchement de la merde. Voilà à quoi ça ressemble. Donc cette caméra, alors au début, je l'avais prise pour faire des vidéos dites sport. Alors oui, tu peux la mettre sur la tête, tu peux la mettre sur le torse, tu peux l'accrocher au pied, tu peux l'accrocher sur ton vélo, tu peux la prendre pour faire du ski. Oui, tu vas avoir des plans originaux. Mais la qualité, elle n'est pas là. Je suis désolé. Voilà, il y a marqué 4K. Qu'est-ce qu'il y a marqué 4K Full HD. Ça veut rien dire. C'est pas 4K. Je t'assure, l'image est dégueulasse. C'est pas la peine. Si tu veux prendre une caméra comme ça, je te la recommande. Si maintenant tu pars à la mer, tu en as un peu rien à foutre, tu as peur de la perdre, tu achètes une caméra comme ça. Par contre, c'est étanche. Le boîtier qui te file avec, il est étanche. Tu peux l'acheter dans l'eau, tu peux faire des plans sous l'eau. Pourquoi pas? Mais la GoPro reste vraiment une valeur sûre. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère vous avoir bien expliqué mon ressenti par rapport à la transition entre le streamer et le vidéaste. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez des vidéos spécifiques sur le G7, sur le GH5, sur le micro, enfin, sur du matos, pareil, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. C'est tout pour moi. Ciao!